La Grande Guerre, année après année, 1916. En 1916, les Alliés déplacèrent leurs opérations stratégiques de l'Empire ottoman à la Mésopotamie, à l'Arabie et à la Palestine. Sur le front italien, l'activité s'est concentrée autour de la 5e bataille de l'Isonzo et l'offensive austro-hongroise sur la région du Trentin, visant l'anéantissement de l'arrière-garde de l'armée italienne. En dépit de sa neutralité affichée, la Grèce fut accusée par les Alliés d'aider les empires continentaux et une force expéditionnaire évinça le roi Constantin Ier. Cette action permit l'établissement d'un gouvernement provisoire en Thessalonique qui déclara immédiatement la guerre à l'Allemagne. Le roi, resté au pouvoir à Athènes, amena son pays aux portes d'une guerre civile, ce qui força les armées alliées à établir un blocus. Les Allemands réussirent à repousser les troupes russes hors de Prusse, de Pologne et de Galicie. Leur objectif majeur fut alors de mettre fin à la guerre sur le front Est. « 1916 fut une année d'affrontements terribles. « 1916, les grandes offensives. Le 1er janvier 1916, le grand shérif de la Mecque signa un accord avec la Grande-Bretagne pour lancer une révolte contre l'envahisseur turc dans ce qui est désormais l'Arabie saoudite, alors entre leurs mains, en échange d'une aide des Britanniques. Le haut commandement nomma le colonel gallois Thomas Edward Lawrence comme conseiller auprès du shérif. Il devint célèbre plus tard en tant que Lawrence d'Arabie. Il favorisa et conduisit la révolte arabe et réussit à rassembler les différentes tribus qui s'étaient soulevées contre les Turcs pour former une armée unie. Plus tard, ce personnage mythique combattit pour l'indépendance du peuple arabe, mais fut contrecarré par les grandes puissances. Son autobiographie, Les 7 piliers de la sagesse, a fait entrer Lawrence dans la légende. Il mourut dans un accident de moto sur une route du Dorset. Au début de l'année 1916, la flotte britannique utilisa pour la première fois des charges de profondeur dans sa lutte contre les sous-marins allemands. Parallèlement, la campagne navale contre la Turquie se transforma en succès, les Britanniques coulant plus de la moitié de sa flotte marchande. L'appel du ministre de la guerre britannique Lord Kitchener aux volontaires était toujours aussi efficace. Au début de 1916, les forces expéditionnaires britanniques s'étaient vues renforcées de 6 nouvelles armées, le nombre de soldats atteignant 10 fois le chiffre initial.
L'armée comprenait désormais 70 divisions, dont 24 nouvelles qui attendaient leurs ordres. Le général français Joseph Joffre et le nouveau commandant suprême de la force expéditionnaire, Sir Douglas Haig, mirent au point les derniers détails du plan de leur offensive contre la Somme au début de l'année 1916. Les Allemands, de leur côté, dressaient leur propre plan d'attaque. Dans les mois qui suivirent, les deux camps s'affrontèrent, écrivant les pages les plus sanglantes de l'histoire militaire jusqu'à ce jour. L'objectif des Allemands était d'obliger les Français à les affronter au cours d'une grande bataille qui devait les forcer à se rendre. L'offensive allemande contre Verdun, la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale, a pour origine une lettre envoyée par le chef d'état-major Erich von Falkenhayn au Kaiser Guillaume II le jour de Noël 1915. Dans cette lettre, Falkenhayn prétendait que la clé de la victoire ne se trouvait pas sur le front Est, mais sur le front Ouest. Il avait reçu des informations selon lesquelles la guerre avait attisé la colère du peuple russe et qu'une révolution n'allait pas tarder à contraindre la Russie à se retirer du conflit. Il en déduisait que si la France était vaincue au cours d'une grande bataille, les Britanniques allaient négocier à tout prix avec l'Allemagne pour ne pas risquer d'être battus à leur tour. Falkenhayn affirmait que la Grande-Bretagne était l'instigateur de l'effort de guerre contre l'Allemagne et devait donc être mise à l'écart du conflit. Dans ce but, il recommandait d'augmenter la pression des opérations sous-marines contre tous les navires marchands afin d'aggraver les pénuries subies par les sujets de Sa Majesté. Ceci, s'ajoutant à la chute d'une France épuisée, mettrait un terme aux hostilités sur le front ouest, du moins le pensait-il. Le Kaiser suivit les conseils de Falkenhayn et donna l'ordre à sa marine d'être plus agressive lors de ses chasses sous-marines, même s'il était conscient que cela augmentait le risque d'entraîner les États-Unis dans la guerre. Il suivit également l'avis de son chef d'état-major de faire le siège de la ville de Verdun, qui fut encerclée le 12 février 1916. C'était l'objectif premier de Falkenhayn. Cette action entraîna le basculement de l'effort de guerre du front Est vers le front Ouest, une décision à laquelle Paul von Hindenburg s'opposa, car pour lui ce changement de stratégie annulait toute chance de parvenir à piéger le gros de l'armée russe. La décision de faire de Verdun le centre de l'offensive allemande était pourtant astucieuse. Dans les premières semaines du conflit, les Français avaient perdu confiance dans l'utilité de leur place forte défensive, dont Verdun. Son importance stratégique s'était affaiblie. Mais dans l'esprit des Français, Verdun faisait vibrer la corde patriotique. La place forte, dressée là depuis la période gallo-romaine, portait un nom d'origine celtique signifiant colline fortifiée. Les Prussiens s'en étaient emparés en 1792, mais elle fut reprise par les Français après l'instauration de la Première République. Au cours de la guerre de 1870, et après 3 mois de siège, Verdun fut la dernière cité fortifiée à tomber aux mains des Prussiens. Dans les années 1880, les murs de la ville avaient été sérieusement renforcés afin d'empêcher de nouvelles attaques. Le plan de Falkenhayn était de soumettre Verdun à un puissant bombardement afin d'attirer le gros des troupes françaises et, en leur faisant subir de lourdes pertes, miner leur morale et les amener à la reddition. L'objectif déclaré de Falkenhayn était de faire couler le sang des défenseurs de la vieille cité.
Le fait que Verdun était un saillant dans les lignes allemandes eut un autre avantage, car ainsi elle pouvait être attaquée depuis 3 positions différentes. Le siège de Verdun fut confié à la 5e armée allemande du prince Wilhelm. Il avait pensé mener l'assaut contre la ville depuis les 2 rives de la Meuse, mais il fut désavoué par Falkenhayn, d'un naturel inquiet et qui craignait vraiment de subir de lourdes pertes. Il donna donc l'ordre d'attaquer plus tôt depuis la rive est. L'opération était à l'origine prévue pour le 12 février 1916, mais elle fut repoussée au 21 en raison d'une météo particulièrement défavorable. L'offensive allemande commença par un barrage d'artillerie tiré par 1300 pièces, pendant 21 heures, parfois avec des obus à gaz. 6000 combattants d'élite des troupes d'assaut, dont certains armés de lance-flammes, et 45 000 soldats de la 5e armée allemande constituaient l'essentiel de la force d'attaque principale qui s'étalait le long des 12 km du front au nord de Verdun. Averti des intentions allemandes, le commandant en chef français, Joffre, demanda la 2e armée en renfort immédiat. Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Émile Drian, en charge de la forteresse de Verdun, tenta d'améliorer son système de tranchées, mais en vain. Drian se prépara pour l'attaque en plaçant 2 bataillons qu'il commanda en personne sur les meilleures positions autour de Verdun, à l'est de la Meuse. Il ouvrit l'étroite route reliant Verdun à Bar-le-Duc, qui fut ensuite surnommée la Voie sacrée. Cette route fut souvent prise sous le feu de l'artillerie allemande et les équipes d'entretien, spécialement affectées à cette tâche, durent intervenir souvent pour la réparer en urgence. « 100 000 obus à l'heure tombaient sur Verdun. L'intention du prince Wilhelm était de neutraliser la plupart des soldats français qui gardaient la forteresse avant de lancer ses troupes à l'attaque. Une patrouille de reconnaissance fut envoyée après le premier round de bombardement. À leur retour, ils rapportèrent que la moitié des forces françaises étaient encore debout. Impressionné par cette résistance incroyable, le prince Wilhelm décida de reprendre les tirs d'artillerie. À la fin du premier jour, les troupes allemandes n'avaient réussi qu'à prendre les premières lignes de tranchées, beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Mais Drian avait été tué dans la bataille et ses 2 bataillons écrasés. Wilhelm donna l'ordre à son infanterie de se retirer afin de pouvoir effectuer de nouveaux tirs de barrage contre la forteresse. Il laissa échapper l'opportunité de prendre l'avantage en exploitant la confusion qu'il avait déclenchée dans les lignes françaises et laissa celles-ci reprendre certaines positions aux troupes allemandes de l'autre côté de la rivière. Verdun restait aux mains des Français. Les soldats survivants firent parvenir un rapport au quartier général annonçant la mort de Drian et de ses officiers, ainsi que des lourdes pertes qu'il fallait déplorer. Le 24 février, les Allemands reprirent la seconde ligne de tranchées et forcèrent les Français à battre en retraite jusqu'à environ 8 km de Verdun. Mais 2 autres forteresses, Vaux et Douaumont, résistaient toujours en dépit de la dispersion d'une division de renforts victime de l'artillerie allemande. Douaumont tomba le lendemain.
Cette nouvelle eut un effet inattendu sur le moral des troupes qui se battaient encore à Verdun. Le peuple français tout entier s'exprima d'une seule voix: Verdun ne devait pas tomber. Le commandant en chef français, Joffre, publia un ordre comportant un avertissement spécifique à tous ses officiers. Toute perte de terrain entraînerait leur passage en cour martiale. Il démissionna le général Langle de Cary, en charge de la défense de Verdun, qui avait décidé de se retirer de la plaine de Veuvre et des rives est de la Meuse. Pour prendre la succession de Langle de Cary, Joffre promut Henri-Philippe Pétain, un officier de talent dont l'avancement au sein de l'armée avait été ralenti parce qu'il était opposé au principe de l'attaque à tout prix, qui était la devise de l'époque. Il était persuadé que c'était juste la voie la plus sûre vers le désastre. Il était l'un des rares à avoir compris que les technologies défensives s'étaient améliorées plus rapidement que les technologies offensives. Lorsqu'il prit les troupes en main, il leur promit de ne pas laisser les Allemands avancer et leur donna l'ordre de s'accrocher au terrain. Il renforça ses effectifs et réorganisa les défenses. Il réussit à remonter le moral des Français avec son slogan « Ils ne passeront pas ». Il apporta des améliorations au réseau d'approvisionnement et créa un système de relève pour les soldats en première ligne. Pétain avait compris que la défense de Verdun allait coûter inévitablement de très nombreuses vies en raison de la nature du terrain. Mais peu importe, il était déterminé à infliger les dommages les plus sévères aux Allemands. Il réorganisa son artillerie et la plaça sous ses ordres directs. Il renforça aussi les voies d'approvisionnement et, en faisant appel au courage historique des Français, il regonfla le moral des troupes. Et c'était important. Les soldats stationnaient et combattaient dans un immense champ de boue en raison du dégel précoce. À Vaux, le jeune capitaine Charles de Gaulle fut blessé et capturé par les Allemands qui avaient repris leur offensive contre le nord de la ville. Ils avaient comme objectif la colline Le Mort-Homme et la côte 304 sur la rive gauche de la rivière. Les troupes françaises stoppèrent leur avance. Jusqu'à la fin du mois, Wilhelm lança des attaques contre les renforts français et continua le bombardement de la ville. L'armée française comptait 330 régiments, dont 259 se trouvaient à Verdun. La troisième grande offensive allemande fut lancée le 9 avril, depuis les deux côtés des collines au nord-est de Verdun. Une fois de plus, les défenseurs conservèrent leur terrain stimulés par Pétain et sa célèbre exhortation « Soyez courageux, on les aura ». Le 1er mai, le jour même où la citoyenne néerlandaise Margarita Zell, danseuse exotique, connue sous le nom de Mata Hari, fut déclarée coupable d'espionnage en faveur des Allemands, le général Pétain fut promu et prit en charge l'armée du centre. Son adjoint à Verdun, le très agressif général Robert Nivelle, était persuadé que la meilleure stratégie pour protéger la ville était de lancer de puissantes attaques contre les troupes allemandes. La crête du Mort-Homme fut ensuite prise par les soldats du Kaiser le 29 mai et après de violents combats, Vaux tomba le 7 juin. Vaux se trouvait sur la rive est de la Meuse et avait résisté aux bombardements constants depuis le déclenchement de la bataille en février. Mais les réserves d'eau étaient à vide et la ville en ruine. Il n'était plus possible de tenir. Après avoir pris Vaux, le prince Wilhelm fut si impressionné par le courage des soldats français qu'il félicita leur commandant, Raynal, pour avoir tenu si longtemps. Le 17 mai 1916,
précisant sa position face aux événements et après ses nombreux appels à la paix, le président Woodrow Wilson déclara que les États-Unis entreraient probablement en guerre avec l'intention de jouer un rôle important dans tous les accords envisageables à la fin du conflit. Les Allemands ne tinrent pas compte de ces avertissements. Poussés par leur succès à Vaux, ils réussirent presque à percer les lignes françaises à la fin du mois de juin, lorsqu'ils atteignirent Fort-Souville, à quelques centaines de mètres seulement de leur objectif final, Verdun, fixé de longue date. À ce moment du conflit, les Allemands franchirent une nouvelle étape dans la guerre chimique. Le gaz phosphine fut remplacé par l'acide chlorhydrique qui, une fois inhalé, détruisait les poumons des soldats. Joffre insista auprès du gouvernement britannique pour qu'une grande offensive de diversion soit lancée dans un autre secteur du front ouest pour diviser les forces allemandes et permettre à la pression contre Verdun de se relâcher un peu. Mais c'est l'offensive du Russe Brusilov sur le front Est, en forçant les Allemands à envoyer en urgence 15 divisions engagées à Verdun, qui dénoua la situation. N'ayant pas obtenu de victoire décisive à l'ouest et ayant subi de très lourdes pertes, Falkenhayn ne pouvait plus tenir ses rivaux à distance. Ceux-ci persuadèrent alors le Kaiser de le démissionner. C'est Paul von Hindenburg qui fut nommé à la tête du haut commandement. Hindenburg et son adjoint, le général Ludendorff, n'étaient pas convaincus qu'il fallait poursuivre l'offensive à Verdun lorsque les Britanniques lancèrent une nouvelle offensive sur la Somme le 24 juin. La nécessité d'une nouvelle stratégie sur les deux fronts où l'affrontement avec les troupes alliées s'intensifiait devenait une priorité. En 1916, le haut commandement allemand de la flotte de haute mer fut placé sous l'autorité de Reinhard Scheer. C'était un chaud partisan des opérations offensives, confiant en la sécurité de ses codes. Il prépara une nouvelle série d'assauts contre la côte britannique. Averti que la flotte de la Royal Navy était à quai à Scapa Flow, au nord de l'Écosse, il était certain d'avoir assez de temps pour attaquer et se retirer sans se faire intercepter. Mais une fois de plus, les codes furent décryptés et les Britanniques informés des intentions allemandes. Scheer pensait que les navires de combat de Beatty étaient au mouillage dans le Firth of Forth. Il appareilla donc dans les derniers jours de mai 1916 afin de leurrer les navires anglais. Hipper devait naviguer comme fer de lance de la flotte avec une flottille de croiseurs. Lorsque les navires de Beatty se montreraient, Hipper devait alors faire demi-tour et attirer les navires ennemis à portée de l'artillerie de la flotte de haute mer allemande. Malheureusement pour lui, Scheer ignorait que plus de 150 navires de la Royal Navy sous le commandement de Jellicoe couvraient les arrières de la flottille de Beatty dans la mer du Nord. Au large de la péninsule danoise du Jutland, les flottes britanniques et allemandes engagèrent un combat comme le monde n'en avait encore jamais vu. Pour les traditionalistes qui dirigeaient l'amirauté britannique, c'était l'action qu'ils attendaient depuis longtemps, leur destin, leur jour de vérité.
Tous les Britanniques s'attendaient aussi à une victoire éclatante après l'indécision de tous les affrontements précédents. Le 31 mai 1916, les deux flottes entrèrent en contact en pleine mer du Nord. Un navire marchand servit de catalyseur. Lorsque les croiseurs allemands tentèrent d'aborder le cargo, ils se trouvèrent alors à portée des canons des navires anglais. Les flottilles allemandes virèrent vers le sud-est, droit vers le gros de leur flotte, mais Beatty donna l'ordre de les prendre en chasse. Les navires britanniques avaient le soleil en face d'eux, tandis que les Allemands s'enfonçaient dans la brume d'où ils ne tardèrent pas à ouvrir le feu. Le croiseur Tireless fut touché et disparut en mer après une puissante explosion. Peu de temps après, le Queen Mary fut touché, chavira et coula rapidement. 1200 hommes périrent. Le navire amiral de Beatty, le Lion, prit également feu. Lorsque le gros de la flotte allemande fut en vue, Beatty donna l'ordre de faire demi-tour et de mettre le cap au nord, à la recherche de la Home Fleet de l'amiral Jellicoe, qui avait envoyé 3 croiseurs de combat pour couvrir le retrait de Beatty. Les navires de l'amiral Hipper engagèrent les unités qui subirent un véritable orage de feu tiré par l'artillerie navale britannique. Les croiseurs Lutzow, Wiesbaden et Pillau furent touchés. L'amiral Jellicoe et sa flotte organisèrent alors un mouvement de tenaille afin de prendre l'avantage dans la bataille et détruire les navires allemands. Sur un front d'une quinzaine de kilomètres, la bataille navale était à son maximum. L'invincible du vice-amiral Hood fut envoyé par le fond, tandis que l'amiral Scheer, voulant éviter un sort final peu enviable à ses navires, décida de se retirer. L'amiral Jellicoe décida alors de déplacer sa flotte afin de lui couper la retraite. Les Allemands tentèrent de répondre avec leurs torpilleurs et leurs destroyers chargés de couvrir la retraite dans l'obscurité. L'opération de Scheer fut un succès avec la perte de seulement 4 croiseurs et 2 destroyers. La nuit et la crainte de Jellicoe d'une attaque de torpilleurs mirent un terme à la bataille du Jutland. Les Britanniques avaient perdu 14 navires et 6100 marins, alors que les Allemands n'avaient perdu que 11 bâtiments et 2500 marins. Lorsque l'amiral Beatty fut interrogé à propos des pertes, il déclara juste « Quelque chose semble avoir été de travers avec nos foutus navires ». Peu de temps après, Scheer revendiqua la victoire, car les Britanniques avaient perdu plus de navires et plus de marins que les Allemands. Mais les croiseurs britanniques avaient infligé de sérieux dommages à la plupart des navires de Scheer. En juin 1916, Jellicoe pouvait annoncer que la Royal Navy était à nouveau prête à reprendre le combat. Le gros de la flotte allemande restait à l'ancre dans les ports pour permettre la remise en état des bâtiments. Le 18 août, lors d'une nouvelle attaque du port de Sunderland, à l'est de l'Angleterre, les Allemands perdirent le croiseur Westphalen, mais dans le même temps, les sous-marins allemands envoyèrent par le fond les vaisseaux britanniques Nottingham et Falmouth. Dans les deux camps, les navires rompirent le combat.
Les navires rescapés de la flotte allemande cherchaient refuge dans les ports où ils restèrent jusqu'à la fin des hostilités, évitant toute nouvelle confrontation avec la flotte britannique et laissant la guerre maritime aux seuls sous-marins. En Grande-Bretagne, il n'y eut pas de célébration. La grande victoire, depuis celle de Trafalgar, n'avait pas eu lieu. Jellicoe fut le bouc émissaire de l'enquête et des débats qui suivirent. Il paya le prix des erreurs de la Royal Navy. Il fut nommé premier lord de l'amirauté et Beatty put prendre le commandement de la Home Fleet. Au début du mois de septembre, Hindenburg révéla son intention de construire une ligne de forteresse le long d'un secteur de front large de plus de 30 km. Il l'appela « défense en profondeur ». Le 24 octobre, les troupes françaises reprirent Douaumont et le 2 novembre, ce fut le tour de Vaux. Après une pause, le général Nivelle lança une offensive finale pour reprendre le terrain perdu face aux Allemands au début de l'attaque. On estime que les troupes françaises perdirent 350 000 hommes dans cette bataille et les Allemands 334 000. Son seul bilan final fut les dommages irréversibles subis par les deux armées. Aucun avantage stratégique ni tactique ne fut acquis par aucun des deux camps. En revanche, un constat s'imposait. L'Allemagne avait échoué dans ses tentatives d'écraser l'armée française. La grande offensive franco-britannique sur la Somme avait été prévue dans les derniers jours de 1915 par le commandant en chef français Joffre et Sir Douglas Haig. L'idée maîtresse de Joffre était d'entraîner les Allemands dans une guerre d'usure afin d'épuiser leurs troupes de réserve et permettant ainsi de reprendre du terrain dans un second temps. D'un autre côté, Haig était plus en faveur d'une offensive en terrain ouvert à travers les Flandres. Les soldats britanniques constituaient le gros des forces offensives, en dépit du fait que Joffre et Haig avaient originellement prévu que cette offensive serait principalement française. Mais la bataille de Verdun avait saigné à blanc les forces françaises du secteur. Haig prit la responsabilité de préparer et mener l'offensive. Ses accords avec le général Henry Rawlinson, commandant des forces d'assaut de la première vague, le conduisit à restreindre ses relations avec Joffre. Les Allemands avaient pris les collines autour de la Somme dans les premières semaines de la guerre. Dans le sol dur et calcaire, les Allemands avaient creusé de profonds abris et des tranchées solides. Ils étaient bien approvisionnés et prêts à tenir un siège de longue durée tout en protégeant leur communication avec l'arrière. Au ras du sol, les mitrailleuses couvraient tous les angles d'attaque. Devant, il y avait des barbelés et des terrains minés. Les Britanniques et les Français pensaient que le secteur de la Somme serait facile à reprendre. L'assaut débuta le 24 juin 1916, précédé d'un bombardement d'artillerie tiré par 2000 canons pendant 8 jours. On espérait que cet intense bombardement allait détruire toutes les défenses allemandes, ouvrant ainsi facilement la voie à l'infanterie britannique.
Un réseau de câbles téléphoniques devant aider les officiers observateurs à vérifier et corriger les tirs d'artillerie avait été installé. Après ces préliminaires, l'aile sud de Rawlinson, dans le secteur central de l'attaque, reçut l'ordre de renforcer ses positions après une courte percée. Les troupes de Rawlinson engagèrent le combat, lourdement chargées de nourriture et d'approvisionnements divers. Pendant ce temps, au nord, ce qui subsistait de la 4e et de la 3e armée du général Allenby tenta d'avancer, soutenu par la cavalerie, afin d'ouvrir la tant attendue brèche dans les lignes allemandes. En tant qu'ancien cavalier, Haig était persuadé que le coup fatal serait porté par la cavalerie. Plus au sud, la 6e armée française devait avancer au même moment que les Britanniques. « 27 divisions, 750 000 hommes étaient lancés à l'assaut, dont 80% venaient des forces expéditionnaires britanniques. Dans les tranchées qui s'étendaient devant eux, 16 divisions de la 2e armée allemande les attendaient. Les éléments semblaient en faveur des forces offensives. Les Alliés étaient sûrs que la première étape de cette grande attaque, qui allait devenir la bataille d'Albert, allait être un grand succès. Mais la préparation d'artillerie ne parvint pas à détruire toutes les lignes du front, protégées par des barbelés et encore moins les abris bétonnés que les Allemands avaient construits si efficacement. Une grande partie des munitions utilisées par les Britanniques étaient défectueuses, mal fabriquées et inutilisables. De nombreuses charges n'explosèrent pas. Aujourd'hui encore, les fermiers dans le secteur déterrent chaque année plusieurs tonnes de ces obus défectueux. Tandis que les obus pleuvaient, les Allemands restaient calfeutrés dans leurs abris creusés en profondeur, n'en sortant que lorsque l'artillerie ennemie cessait de tirer. Les mitrailleuses allemandes eurent ensuite des effets dévastateurs sur l'infanterie alliée. L'attaque débuta à 7h30 le 1er juillet. 17 mines souterraines devaient exploser sous les tranchées allemandes. L'une d'elles explosa 10 minutes avant l'heure prévue, ce qui avertit les Allemands de l'imminence de l'assaut. Les premières vagues se ruèrent contre les positions en hauteur depuis Gommecourt, sur le flanc gauche français, jusqu'au sud de Montauban de Picardie. Ce ne fut nullement une surprise pour l'armée allemande qui était déjà sur le qui-vive. Persuadées qu'elles n'allaient trouver qu'une résistance affaiblie, les troupes britanniques, lourdement chargées de leurs équipements, se trouvèrent exposées aux tirs croisés des mitrailleuses ennemies. Les pertes très lourdes furent la raison principale de leur échec absolu lorsqu'elles tentèrent de franchir les premières lignes de barbelés afin de parvenir aux abris allemands et les détruire. Les troupes françaises connurent, elles, le succès au sud du front, sans doute à cause de leur préparation d'artillerie réussie juste avant l'attaque et qui frappa par surprise les Allemands. Cependant, von Falkenhayn restait persuadé que les Français n'allaient pas se joindre à l'attaque en raison de leurs lourdes pertes à Verdun. En progressant par petits groupes, comme ils l'avaient fait à Verdun auparavant, les soldats français atteignirent la plupart de leurs objectifs.
En dépit de leurs très lourdes pertes, 58 000 hommes, rien que pour les Britanniques, dont 19 000 tués contre seulement 8 000 chez les Allemands, Haig poursuivit l'attaque les jours suivants. Ils réussirent quelques avancées, mais trop courtes, ou qui furent ensuite repoussées. Les Allemands avaient réussi à rapidement déplacer des soldats depuis Verdun et avaient doublé leurs effectifs dans le secteur. Le 19 juillet 1916, les défenses allemandes furent réorganisées et les Britanniques, lors d'une attaque éclair, prirent les villes de Longueval et de Bazentin. Le 23 juillet, les Australiens, les Anglais et les Néo-Zélandais reprirent leurs attaques au cours d'une offensive connue sous le nom de Bataille de Poisières, au nord-est d'Albert, une ville qui tomba entre leurs mains le 25. Le 1er août, après un mois de combat, les pertes se montaient à 160 000 hommes pour l'armée britannique et 170 000 pour les Allemands. Les combats s'étaient transformés en succession d'engagements locaux. Début septembre, la 10e armée française se joignit à une attaque par le sud sur un front d'une vingtaine de kilomètres. Conjointement, les Britanniques reprirent leur offensive en occupant la ville de Guillemont, mais ils ne réussirent pas à détruire les positions allemandes à Haute-Forêt. Après 2 mois de lutte, les Alliés s'étaient emparés des secondes lignes de défense allemandes, ce qu'ils avaient projeté de faire dans les tout premiers jours de l'attaque. Le 15 septembre, les troupes britanniques engagèrent le combat à Flers et Courcelette. Les chars firent leur première apparition, déclenchant la panique chez l'ennemi. Ils avaient été fabriqués en secret. L'armée britannique les avait acheminés jusqu'au front en prétendant que c'étaient des réservoirs de carburant. En anglais, tank. Cette appellation, elle est perdurée et est toujours en vigueur de nos jours. Il y en avait 50, mais seulement 24 participèrent à la bataille en raison de problèmes techniques, de leur faible vitesse et de leur autonomie limitée, seulement 70 km. En dépit du choc psychologique initial, ils n'eurent aucune influence décisive dans l'issue de la bataille. Les troupes de Rawlinson marchèrent sur les restes du réseau de tranchées allemands, tandis que la 6e armée française tentait de pousser les Allemands contre le flanc droit britannique. Les Canadiens prirent en charge le côté nord-est de la route Albert-Bapaume. Ils avancèrent derrière leurs 7 chars afin de prendre la ville de Courcelette. Un petit peu plus au sud, les Écossais de la 15e division, eux aussi, avec le soutien d'un char, s'emparèrent de Martinpuich. Le 17 septembre, celui qui allait bientôt devenir l'as des as de la chasse, Manfred von Richthofen, remporta sa toute première victoire aérienne. Il allait en compter 80. Haig, avec 13 tanks en fer de lance, s'empara de la ville de Thiéval. Mais son avancée était trop lente. En octobre, Joffre pria Haig de reprendre l'offensive. Les troupes françaises attaquaient à Verdun et réussissaient à reprendre du terrain. Mais Joffre craignait que les Britanniques ne relâchent leur pression contre les Allemands. Il voulait surtout qu'en aucun cas, ils ne soient en mesure d'envoyer des renforts vers Verdun. Le 13 novembre, la toute nouvelle 5e armée britannique entama la bataille d'Ancre pour s'emparer de la forteresse de Beaumont.
Le même jour, Oswald Bohlke, un des grands as de la chasse allemande, mourut lors d'une collision avec un autre avion. La fatigue, le mauvais temps et la neige obligèrent les Britanniques à stopper leur lente progression le 18 novembre. Sur l'ensemble de l'offensive, les Anglais et les Français avaient réussi à reprendre une dizaine de kilomètres de terrain au prix de trop nombreuses vies humaines. Les pertes britanniques étaient estimées aux alentours de 420 000 hommes, dont de très nombreux soldats des Pulse Battalions. Les Français déplorèrent la perte de plus de 200 000 hommes et les Allemands de plus de 500 000 morts et blessés. Le comportement de Haig au cours de ces combats fit et fait encore l'objet d'âpres débats. Ses rivaux avançaient que ces stratégies n'étaient en réalité que des tactiques mal conçues, qu'il était trop sûr de lui et insensible à toute suggestion pour s'en tenir à une véritable ligne directrice. D'autres, en revanche, considèrent que les actions de Haig avaient été parfaites sur la Somme pour permettre d'alléger la pression contre les Français à Verdun. La bataille d'Ancre mit un terme à l'offensive de la Somme. Les troupes britanniques n'étaient pas parvenues à atteindre tous les objectifs prévus. Ce qui est certain, c'est que dans l'opinion publique britannique, la bataille de la Somme reste le synonyme d'une boucherie inutile et insensée. L'offensive dans le Trentin, au nord de l'Italie, fut lancée dans les premiers jours de mai. Ce fut la première attaque menée par les Austro-Hongrois contre les Italiens. L'assaut, qui avait exigé une planification rigoureuse, débuta le long d'un front de plus de 20 km. Les troupes de l'archiduc austro-hongrois Eugène brisa les lignes italiennes du général Brusati, mais elles se retrouvèrent en difficulté sur un terrain difficile, ce qui permit aux Italiens de se regrouper. Réagissant rapidement, le chef du haut commandement italien, Luigi Cardona, donna l'ordre que 500 000 hommes soient envoyés de toute urgence dans la zone de la rivière Isonzo, dans le Trentin, pour la protéger. Au même moment, Cardona demanda à ses alliés russes de lancer une attaque contre les Austro-Hongrois sur le front Est. Conduits par Alexeï Brusilov, les Russes entamèrent leur offensive le 4 juin 1916. Cette attaque, baptisée du nom de son général, débuta le même jour que l'offensive anglaise sur la Somme. Les deux attaques avaient été lancées pour permettre de relâcher la pression sur les Français à Verdun. L'offensive Brusilov avait été conçue début avril par le général et le tsar Nicolas II en personne. Bien que les Austro-Hongrois aient été plus nombreux que les Russes et qu'ils jugeaient leur position inexpugnable, 2000 pièces d'artillerie russes leur prouvèrent le contraire en ouvrant des brèches dans leurs tranchées en plus de 50 points entre le sud de Pinsk jusqu'à Czernowitz. En 2 jours d'affrontement, les Austro-Hongrois avaient perdu 130 000 soldats. Le rouleau compresseur russe se mit en marche et Brusilov pouvait prétendre, dès le mois d'août, avoir capturé plus de 350 000 soldats allemands et austro-hongrois, ainsi que d'importants stocks de réserve des deux armées. Les Russes avaient perdu 600 000 hommes. En septembre,
Les troupes du tsar avaient avancé de plus de 50 km à l'intérieur des lignes ennemies sur tout le front et le nombre de prisonniers de guerre avait atteint le demi-million. Mais les nouvelles troupes allemandes envoyées depuis l'ouest réussirent à stopper la progression russe et reprirent les villes de Kovel et de Lvov. L'action des Russes poussa la Roumanie à se ranger aux côtés des Alliés et à lancer, en août, un assaut contre la Transylvanie aux mains des Austro-Hongrois, épaulés par les Bulgares et les Turcs, qui étaient entrés en Roumanie en novembre, afin de mettre la main sur les importantes réserves de pétrole. Le général allemand, Erich von Falkenhayn, n'avait pas été mal informé lorsqu'on lui avait dit que l'impopularité de la guerre ne faisait que grandir en Russie. Près de 15 millions d'hommes avaient été forcés de s'enrôler en Russie et la population était en colère. De plus, pour faire face aux énormes dépenses liées à la guerre, le gouvernement avait augmenté les impôts de façon déraisonnable. Le chômage faisait rage et les pénuries alimentaires firent flamber les prix. Le tsar Nicolas II dirigeait son pays, principalement agricole, en autocrate. Ce pays, pour une grande part, était entre les mains des classes supérieures. Mais les couches les plus basses de la population, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers, étaient soumises à des impôts insupportables. La situation économique et politique était donc quasiment similaire à celle qui régnait à la suite de la guerre russo-japonaise de 1905 qui avait abouti à une révolution. La guerre, les pénuries de produits essentiels, l'augmentation des impôts et des taxes et le chômage créèrent un état de famine favorisant la naissance d'une situation pré-révolutionnaire. Le 31 décembre 1916, le conseiller intime de la famille impériale et plus encore celui de la tsarine, le moine Raspoutine fut assassiné à Saint-Pétersbourg par un groupe d'aristocrates. Ils jetèrent son corps dans le fleuve. Le moine fou, comme on le considérait, avait réussi à exercer un contrôle quasi complet sur le gouvernement pendant que le tsar était impliqué dans la guerre. Ces intrigues de cour furent les prémices d'un mouvement d'opposition au tsar qui allait le mener à sa perte. La neutralité américaine permettait au président Wilson de tenter d'intervenir auprès des nations en guerre afin de parvenir à des accords de paix. Répondant à ces appels à la diplomatie, les Allemands acceptèrent le principe d'un accord, mais le gouvernement britannique refusa, sa position étant diamétralement opposée. L'espoir d'une paix devenait alors de plus en plus hypothétique.